Mesdames, Messieurs, ne trouvez-vous pas que cette image est très proustienne, justement? Mais elle est proustienne sans le savoir, ou presque sans le savoir. Il s'agit d'une peinture d'André de Vambèze, représentant ses deux enfants vers 1914. Vous y voyez la petite Valentine qui lit ou qui fait la lecture, je ne sais pas si elle lit pour elle-même ou autre, qui lit à son frère malade, Pierre, qui est dans son lit. On est en 1914-1915, du côté de chez Swann est paru en 1913. C'est pourquoi je dis que cette peinture est peut-être proustienne sans le savoir. Elle est dans un air du temps, disons. Mais peut-être que vous avez vu la très belle exposition qui avait été consacrée à André de Vambèze l'an dernier au Petit Palais, et c'est de là, en fait, que j'ai tiré cette peinture. Continuons sur Proust. Par ailleurs, je voudrais vous rappeler que demain, donc à 17h, il y aura la conférence sur l'invitation de l'Assemblée des professeurs du professeur Masanori Tsukamoto de l'Université de Tokyo, donc une conférence sur les recherches sur le rêve chez Valéry, Proust et Myoé, un moine bouddhiste japonais de l'époque Kamakura. Et donc, nous continuerons sur Proust avec cette conférence de Masanori Tsukamoto demain dans l'amphithéâtre Guillaume Budet. Aujourd'hui, nous allons parler de Proust, vous l'avez vu. Proust est la lecture décevante. Et non pas, attention à la nuance, non pas la lecture décevante de Proust. Mais, nous verrons que ce n'est pas tout à fait sans rapport. Vous vous rappelez que la dernière fois, nous parlions de la théorie de l'éducation par les livres qui avait été développée par John Ruskin dans Sésame et les lys. Revenons brièvement à John Ruskin pour faire bien la différence avec la pensée même de Proust sur la lecture. Je vous avais dit que pour Ruskin, comme pour Matthew Arnold, comme pour Ralph Waldo Emerson, il s'agissait de trouver dans les œuvres une valeur morale, une valeur spirituelle qui fût susceptible d'élever l'âme et d'éduquer aussi la population. Parce qu'il y a une dimension sociale et politique très importante chez Ruskin. Donc il s'agit d'éduquer la population en court-circuitant l'autorité des églises. Il s'agit bien de cela. Il s'agit de créer un canon de lecture profane, de lecture laïque, qui permettrait d'éduquer la société sans passer par le canon spirituel, le canon du christianisme. Or, Proust est à bien des égards, et c'est cela qui me paraissait intéressant dans l'intérêt de Proust pour Ruskin, Proust est à bien des égards l'un des protagonistes d'un mouvement contraire en France, qui est le mouvement d'amoralisation de la littérature. Au moment même, ou du moins après que Ruskin essaie de moraliser la littérature et l'enseignement littéraire, la lecture par les livres, Proust fait exactement l'inverse. Il essaie d'amoraliser la littérature, de faire une littérature qui ne corresponde pas à un critère moral. Et donc, comment comprendre ce paradoxe que Proust trouve dans Ruskin, qui a une pensée assez contraire à lui, que Proust trouve dans Ruskin une nourriture à son goût, et qu'il entreprenne, comme nous l'avons vu, de le traduire. Eh bien, c'est que le platonisme de Ruskin, je parle ici de platonisme comme Guillaume Navaud y avait fait allusion dans son séminaire il y a quelques semaines, c'est qu'il y a cette idée chez Ruskin qu'il y a une sorte d'union, de collusion, de coïncidence entre le vrai, le beau et le bien. Voilà une position platonicienne. Eh bien, ce platonisme ruskinien n'empêche pas Ruskin de constituer l'esthétique et le beau en eux-mêmes comme des valeurs capables de structurer une vie. C'est-à-dire qu'il y a beau y avoir ce platonisme et cette union du beau, du bien et du vrai chez Ruskin qui est très forte, très très forte. Il ne s'agit pas de la diminuer, de l'atténuer. Mais, malgré tout, dans cette triade beau, bon, vrai, il y a une sorte de petit privilège, plus qu'un petit, attribué au beau, c'est-à-dire à la sensation. Il y a chez Ruskin une valorisation de la sensation indépendamment du bien, ou du moins comme une préparation au bien.
On se prépare au bien par l'accroissement, par l'affinement, par la sophistication de la sensation. Sentir, pour Ruskin, c'est s'ouvrir à la vie de façon positive. Et donc, beaucoup plus que ces autres noms que je vous avais cités la dernière fois, que je viens de vous citer à nouveau, à savoir le philosophe américain Emerson ou bien Matthew Arnold, Ruskin est beaucoup plus que, infiniment plus que, Ruskin est un esthète. Et je vous rappelle que dans esthète en grec, il y a aesthesis, c'est-à-dire qu'il y a précisément la sensation, le sensible. Comment nous percevons le monde. Ruskin est à bien des égards un dandy apprécié d'Oscar Wilde, par exemple. Et donc Ruskin fait assez systématiquement l'éloge de la sensation, comme dans cette citation ici. Passion ou sensation, il met le mot entre guillemets. Et c'est toujours la traduction de Proust, bien sûr. Et on est dans Sésame et les lys. Je ne suis pas effrayé du mot, encore moins de la chose. Vous avez entendu beaucoup de clameurs contre les sensations récemment, mais, je puis vous le dire, ce n'est pas moins de sensations qu'il nous faut, mais plus. Il nous faut plus de sensations. Et Ruskin continue, la différence anoblissante, retenez bien ce mot, la différence anoblissante entre un homme et un autre, entre un animal et un autre, consiste précisément en ceci que l'un sent plus que l'autre. L'un sent plus que l'autre. Donc avoir plus de sensations, c'est être plus noble qu'un autre. Et cela vaut pour l'homme comme pour l'animal. Alors il est clair, je vous parlais du platonisme de Ruskin à l'instant, il est clair que Platon n'aurait jamais écrit cela. C'est plus aristotélicien de dire cela, cette importance de la sensation. Donc il y a cette importance de la sensation qui en fait un esthète, à bien des égards. Et c'est cela qui intéresse, évidemment, Proust. Mais il reste toujours chez Ruskin cette idée fondamentale que le texte est le réceptacle d'une vérité révélée, une vérité profane, qu'il faut découvrir et à la hauteur de laquelle le lecteur doit se hisser. Donc la sensation est le véhicule, c'est le véhicule par lequel la vérité doit se révéler. Et là, on revient au platonisme. Et là, ici, voici cet autre extrait de Sésame et les lys. Nous sommes très près à dire d'un livre « Comme ceci est bien, c'est exactement ce que je pense. » Mais, poursuit Ruskin, mais le sentiment juste est « Comme ceci est étrange. Je n'avais jamais songé à cela avant. Et cependant, je vois que c'est vrai. Ou si je ne le vois pas maintenant, j'espère que je le verrai quelque jour. » Mais que ce soit avec cette soumission ou non, poursuit Ruskin, du moins soyez sûr que vous allez à l'auteur pour atteindre sa pensée, non pour trouver la vôtre. Jugez-la ensuite si vous vous croyez qualifié pour cela, mais comprenez-la d'abord. Alors ça, c'est évidemment tout à fait fondamental, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se retrouver à l'intérieur du livre. Si l'on se retrouve dans le livre, ça veut dire qu'on a mal compris, nous dit Ruskin. Il faut d'abord comprendre, ou du moins percevoir, et on est là dans l'objet même de la sensation, il faut percevoir l'étrangeté du monde qui nous est présenté à l'intérieur du livre. Pensez, vous vous en souvenez peut-être, la dernière fois avec le texte de Chateaubriand, à cette formule de Chateaubriand découvrant les poèmes d'Horace, les poèmes scabreux, disons. Et puis, il écrit « Un monde étrange s'éleva autour de moi. Un monde étrange s'éleva autour de moi. » Eh bien, c'est ce type même de sensation que, d'après Ruskin, le livre doit éveiller en son lecteur. Le livre, c'est l'étrangeté. Et c'est cette étrangeté qui permet au lecteur d'avancer, qui permet de découvrir de nouveaux territoires. Et pour cela, il faut se soumettre. C'est cette soumission qu'il faut avoir. D'abord au livre. Et il faut d'abord atteindre la pensée de l'auteur. Il faut d'abord la comprendre, avant même de la juger. Et vous voyez qu'il y a, chez Ruskin, une énorme méfiance
à l'égard de l'indépendance du lecteur par rapport à l'auteur. L'idée qu'on puisse juger l'auteur, ça paraît à Ruskin, vous allez voir, tout à fait étrange, j'allais dire, mais scandaleux même. Et Ruskin, dans Sésame et les Lys, prend l'exemple d'un poème de Milton, bon, le grand poète anglais, et il donne un exemple de lecture, c'est le poème Lycidas. Il prend ce poème de Milton et il le décortique mot à mot. Il en fait ce qu'on appelle en France une explication de texte, à la française, ou plus exactement, parce que explication de texte, ça nous renvoie au monde scolaire, au monde universitaire, aux réformes de l'éducation, initiées en particulier par Gustave Lançon, au début du XXe siècle en France. Mais en fait, le modèle de Ruskin, c'est évidemment pas l'explication de texte à la française, qu'il ne connaît pas, qu'il ne pratique pas. Son modèle à lui, c'est plutôt l'explication d'une parole d'évangile, comme on le fait en chair, comme on le fait en exégèse biblique, comme l'on fait ex cathedra. Lorsque le prêtre s'adresse aux fidèles. Et c'est cela qu'il essaie de faire avec le poème de Milton. Et donc, ayant expliqué ce poème de Milton, Lycidas, et je vais vous faire grâce de l'explication elle-même, qui est un peu rébarbative, Milton conclut. Nous avons retiré quelque chose de ces lignes, je crois. Et il y a beaucoup plus à y trouver. C'est-à-dire que le texte excède toujours l'explication qu'on en fait. Ça, c'est important. Mais nous nous sommes suffisamment livrés, pour en donner un exemple, à la sorte d'examen mot à mot d'un auteur qui se nomme à juste titre lecture, attentifs à chaque nuance et expression. Voilà, c'est cette explication de texte, cette exégèse, qu'en anglais, on appellera plus tard, à partir de l'entre-deux-guerres, à l'initiative du critique Richards, ce qu'on appellera le close reading, la lecture de près du texte, qui, vous voyez, est dans une filiation assez directe, en vérité, avec l'explication des textes sacrés en chair. Voilà ce qu'a fait donc Ruskin. Attentif donc à chaque nuance et expression, et Ruskin continue, et nous avions vu que c'était important pour lui, et nous mettons toujours à la place de l'auteur, annihilant, c'est-à-dire réduisant à rien, à zéro, annihilant notre propre personnalité et cherchant à entrer dans la sienne, de façon à pouvoir dire avec certitude « Ainsi pensait Milton ». Non, ainsi pensais-je en lisant mal Milton, donc il y aurait l'idée qu'il y aurait une possible mauvaise lecture de Milton, ce qui nous introduit au séminaire qui va suivre tout à l'heure. Ruskin continue. Et en suivant cette méthode, vous arriverez graduellement à attacher moins de valeur dans d'autres occasions à votre propre « je pensais ainsi ». Vous commencerez à vous apercevoir que ce que vous pensiez était une chose de peu d'importance, que vos pensées sur n'importe quel sujet ne sont peut-être pas les plus claires et les plus sages auxquelles on puisse arriver là-dessus. Vous voyez donc qu'il y a une opposition très très forte entre le lecteur, dont la pensée ne vaut rien, et l'auteur, dont la pensée vaut absolument tout. Et donc le lecteur doit arriver à cette conclusion que, en fait, à moins que, parce qu'il y a quand même une condition peut-être où le lecteur pourrait avoir une pensée valable, digne de ce nom, en fait, à moins que vous ne soyez une personne remarquable, qu'est-ce que c'est qu'une personne remarquable ? À moins que vous ne soyez une personne remarquable, on ne peut pas dire que vous ayez de pensée du tout. C'est un peu rude quand même, un peu rude. Et Ruskin continue, que vous n'avez pas de matériaux pour cela, en aucun sujet important, ni de raison de penser, seulement d'essayer d'apprendre davantage. Et tout cela, Ruskin l'a dit, j'allais dire en chair. Non, c'est une conférence qu'il a faite à Manchester. Donc il a dit ça à un public. En vrai, moi je vous le cite, je ne le prends pas à mon compte, mais il l'a dit, il a osé le dire à des gens. Mais c'était des choses qui étaient plus audibles sans doute au XIXe siècle qu'au XXIe, me semble-t-il. Et bien plus, continue Ruskin, il est probable que de toute votre vie, à moins, comme je l'ai dit, que vous ne soyez une personne remarquable, vous n'aurez le droit d'avoir
d'opinion sur quoi que ce soit, excepté sur ce qui est immédiatement à votre portée. Bon, voilà une concessive qui n'arrange pas tellement les choses. Le texte est extrêmement violent, vraiment, il est extrêmement élitiste. D'après Ruskin, il y a très peu de gens qui sauraient penser, ou qui auraient même le droit de penser. Et donc, le lecteur ne vaut que comme réceptacle. Le lecteur ne vaut pas comme personne, il est dévalorisé comme personne. Il n'y a que le texte et l'auteur qui ont une valeur ici. C'est une conception ruskinienne, malgré son ancrage dans la gauche, c'est un socialiste, c'est une conception qui remet en question quand même fondamentalement le fonctionnement de toute démocratie, s'il y a très peu de gens qui sont capables de penser. En tout cas, une conception qui, selon Ruskin, pour lui rendre justice quand même, qui insiste sur le rôle de l'éducation pour former le citoyen apte à prendre des décisions. Au moins, il faut former, il faut croire en l'éducation. Il n'y a pas de démocratie possible, là je crois qu'on peut être d'accord avec Ruskin, il n'y a pas de démocratie possible sans une éducation efficace et forte. Ça, c'est vraiment assez fondamental. Mais il y a, vous le voyez chez Ruskin, un fond particulièrement aristocratique. Alors, pour vous dire le fond de ma pensée, si je puis dire, sur ce sujet, ce que j'ose penser, très ruskinien de ce point de vue-là, je suis assez sensible à cet éloge, non pas de l'idée que personne ne saurait penser, ce n'est pas la question, mais à cet éloge de l'humilité du lecteur face au texte, dans le close reading, c'est-à-dire dans l'approche du texte. L'idée qu'il faut vraiment, à un moment, quasiment s'annihiler, être très modeste par rapport au texte. Il faut essayer de le comprendre de la meilleure manière possible. Mais, et c'est là que ma position est différente de celle de Ruskin, il y a un moment pour le close reading, il y a un moment pour l'annihilation personnelle, en quelque sorte, pour la soumission au texte, mais il y a un autre moment pour la pensée personnelle. Et je crois qu'il faut qu'il y ait ces deux moments. Il faut d'abord essayer de comprendre le mieux possible le texte, et ensuite, il faut être capable, enfin, il faut se rendre capable de le juger. Et pour ça, il faut l'avoir compris d'abord. Donc, en tout cas, vous avez là, ici, vraiment l'essence même de ce qu'est la pensée de Ruskin sur ce que doit être la lecture. Vous voyez que c'est assez violent, assez abrupt, et c'est une position qui est très, très, très élitiste et qui annihile totalement le lecteur. Alors, la différence avec Proust, elle est considérable. On ne saurait imaginer, en fait, une plus grande différence qu'entre Proust et Ruskin. Et c'est pour ça que le lien de Proust avec Ruskin, son admiration, en dehors de ce que je vous ai dit, cette valorisation de l'esthétisme et de la sensibilité, le lien est quand même assez ténu. Même si Proust peut-être met du temps à s'en rendre compte, peut-être lui-même. Et ici, je voudrais enfin entrer, je vous l'avais promis, donc, et c'est aujourd'hui, le jour, dans cet article introductif à la traduction que fait Proust de Sésame et les Lys, donc sur la lecture, paru d'abord en revue La Renaissance latine en 1905, et ensuite dans le volume Sésame et les Lys, paru, lui, en 1906, et puis repris ensuite en 19, je crois, dans Pastiches et mélanges, sous un autre titre, Journée de lecture. Donc on utilise tantôt le titre sur la lecture, tantôt Journée de la lecture, et pour ma part, j'alterne aussi sans trop y penser. Mais il faudrait être plus cohérent. Alors, que nous dit Proust dans ce sur la lecture? Quelque chose de très différent de Ruskin. Parce qu'il y a chez Proust, à la différence de ce que disait Ruskin, il y a chez Proust une autonomie paradoxale de la lecture. Il s'agit moins, comme le disait Ruskin, de comprendre un texte, de se soumettre totalement à lui, que de laisser le texte agir en soi. Laisser le texte agir en soi. La lecture est pour Proust une construction de soi par soi. Le texte n'étant qu'un catalyseur, il n'est qu'un adjuvant externe à bien des égards. Et vous allez voir que cette question du catalyseur va revenir un peu plus tard. Et surtout pourquoi cette indépendance vis-à-vis du texte? Eh bien, je résume ici, mais on va voir ça plus en détail, je résume ici la position de Proust, parce que le texte même échappe en quelque sorte à l'auteur.
L'auteur n'y a pas mis tout ce qu'on y voit, ou du moins tout ce qu'on croit y voir, en fait, ce n'est pas le plus important. Le plus important, il est ailleurs. Et c'est cet ailleurs qu'il faut aller chercher. Donc on est très très loin ici de l'idée qu'il y aurait une vérité révélée à l'intérieur des textes, qu'il suffirait en quelque sorte d'aller chercher, d'aller puiser comme dans un trésor. C'est un processus beaucoup plus complexe que nous raconte Proust. Nous croyons à chaque détail du tableau, parce que Proust fait souvent, je ne dis pas la confusion, mais il mettant ensemble le rapport au texte et le rapport au tableau, le rapport à la peinture. C'est pour lui à peu près la même chose. Il me parle tantôt de Claude Monet, tantôt de Maeterlinck. Enfin, on est dans une vision très, très visuelle du texte. Donc, nous croyons à chaque détail du tableau, à chaque détail du texte, on pourrait dire, comme si ce détail était lui-même porteur de vérité. Mais en vérité, ce détail est dû à un simple hasard de la vie de l'auteur. L'auteur a été à tel endroit et non pas à tel autre, et nous essentialisons ce détail-là. Alors qu'en fait, ce n'est pas le détail qui compte. Ce qui compte, c'est autre chose. Ce qui rend un lieu charmant, ce n'est pas le lieu lui-même, c'est la façon de le voir. C'est l'art de l'écrivain, c'est l'art du peintre, puisque les deux, de ce point de vue, sont interchangeables. Mais là, je parle trop, je voudrais céder la parole à Proust pour que vous entendiez mieux hein, sa pensée. D'ailleurs, et ici il va parler des auteurs, si nous leur posons des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre, alors ce leur, c'est pas très clair dans le texte qui précède. Est-ce que c'est les auteurs? Est-ce que c'est les livres? L'anaphore n'est pas claire dans le paragraphe. Le texte je dis, ce texte sur la lecture est absolument merveilleux. C'est l'un des plus beaux textes de prose française. Mais il y a quelques problèmes grammaticaux qui subsistent ici ou là. Et il n'y a pas de pluriel dans les phrases qui précèdent. Donc on est supposé comprendre que c'est les... Si nous posons aux auteurs ou aux livres des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre, nous leur demandons aussi des réponses qui ne nous instruiraient pas. Et donc c'est exactement l'inverse de ce que dit Ruskin tout à l'heure. Car c'est un effet de l'amour que les poètes éveillent en nous de nous faire attacher une importance littérale à des choses qui ne sont pour eux que significatives d'émotions personnelles. Et on voit déjà dans cette idée d'une importance littérale cette dévalorisation par Proust de la lettre et du lettré. Vous verrez, c'est quelque chose de très fondamental. Proust est un anti-lettré fondamental. Donc l'idée de s'attacher à la lettre est quelque chose d'absurde. Donc la lettre elle-même, elle est un peu accessoire et un peu due au hasard. La lettre est trompeuse. Ce n'est pas parce que quelque chose est écrit que c'est important. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a au-delà de la chose. C'est ce dont la lettre est le signe même. Proust continue. Dans chaque tableau qu'il nous montre, les auteurs, les livres, les peintres, il ne semble nous donner qu'un léger aperçu d'un site merveilleux, différent du reste du monde, et au cœur duquel nous voudrions qu'il nous fisse pénétrer. Et donc les auteurs, les livres, nous donnent l'illusion d'un monde autre, d'un monde étrange, toujours ce monde étrange dont parlait Chateaubriand, auquel nous n'aurions pas accès. Il serait la porte d'entrée, ces livres, ces textes, ces tableau d'un monde qui nous serait étranger, l'illusion d'un monde qui nous serait révélé. Et là, Proust va paraphraser des vers de Maeterlinck et d'Anna de Noailles. « Menez-nous, voudrions-nous pouvoir dire à M. Maeterlinck, à Mme de Noailles, menez-nous dans le jardin de Zélande où croissent les fleurs démodées, sur la route parfumée de trèfles et d'armoises, et dans tous les endroits de la terre dont vous ne nous avez pas parlé dans vos livres, mais que vous jugez aussi beaux que cela. » Nous aimerions donc prendre ces auteurs comme étant les guides pour aller dans le monde, parce qu'ils vont, ces auteurs, nous montrer le monde tel qu'il est, dans toute sa beauté. Nous voudrions aller voir ce chant que Millet, et ici voici le peintre, car les peintres nous enseignent à la façon des poètes. Nous voudrions aller voir ce chant que Millet nous montre dans son printemps. Nous voudrions que M. Claude Monet nous conduisit à Giverny, au bord de la Seine, à ce coude de la rivière qu'il nous laisse à peine distinguer à travers la brume du matin. Donc prendre les auteurs, les peintres, comme des guides du monde. Or, poursuit Proust, et c'est là qu'il y a la transformation et le paradoxe, or, en réalité,
Ce sont de simples hasards, de relations ou de parenté qui, en leur donnant l'occasion de passer ou de séjourner auprès d'eux, ont fait choisir pour les peindre à Madame de Noailles, à Maeterlinck, à Millet, à Claude Monet, cette route, ce jardin, ce champ, ce coude de rivière, plutôt que tels autres. Et donc, les auteurs se déplacent et ils découvrent du monde, et il y a des parties du monde différentes, mais ce n'est pas ces parties du monde en soi qui valent. C'est la façon dont ces auteurs, ces peintres, les regardent. Ce n'est pas ici un monde différent auquel nous introduisent les auteurs nous introduisent à une vision différente, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et Proust continue. Ce qui nous les fait paraître autres et plus beaux que le reste du monde, c'est qu'ils portent sur eux comme un reflet insaisissable l'impression qu'ils les ont donnée au génie. On pense à l'impressionnisme, évidemment, cette idée de cette vision, de cette manière de voir le monde qui est propre aux grands artistes, et que nous verrions errer aussi singulière et aussi despotique sur la face indifférente et soumise de tous les pays qu'ils auraient peints. Donc ce qu'il y a de beau dans les textes, dans les tableaux, ce n'est pas ce coin-là du monde, c'est la vision qui s'exprime à travers le tableau, à travers le texte, et qui aurait été la même, cette vision-là, et de même valeur, quel que soit le coin de monde représenté. Alors on pense bien sûr, donc ce qui compte, c'est l'impression provoquée par la chose, et non la chose même. Vous connaissez la fameuse définition du roman par Émile Zola, dans Mes haines. Une œuvre d'art est un coin de la création vu par un tempérament. Une œuvre d'art est un coin de la création vu par un tempérament. On pourrait dire que c'est assez proche de Proust, mais en vérité, Proust dit presque l'inverse. Pour Proust, au contraire, c'est le tempérament qui est premier. Et donc, c'est la différence entre la position de Proust et le naturalisme de Zola. Et donc, Proust dirait volontiers, si on peut dire, en inversant la formule de Zola, non pas une œuvre d'art est un coin de la création vu par un tempérament, mais une œuvre d'art est un tempérament révélé par un coin de la création. Un tempérament révélé par un coin de la création. Et donc, c'est cela qui nous importe dans les œuvres. Et Proust donc continue. Cette apparence avec laquelle ils nous charment et nous déçoivent, et voilà ce terme de déception qui apparaît ici pour la première fois, cette apparence avec laquelle ils nous charment et nous déçoivent, nous trompent donc, et au-delà de laquelle nous voudrions aller, c'est l'essence même de cette chose, en quelque sorte sans épaisseur, mirage arrêté sur une toile, très belle expression. Cette chose, en quelque sorte sans épaisseur, qu'est une vision. C'est de la vision, c'est la vision qui est importante à l'intérieur des œuvres. Et cette brume que nos yeux avides voudraient percer, c'est le dernier mot de l'art du peintre. Alors cette expression du dernier mot, elle est très importante ici. Ça veut dire que le peintre ne peut pas aller plus avant. C'est tout ce qu'il peut donner, c'est ça. Il ne peut pas aller plus loin dans la peinture, ne peut pas aller plus avant que cela. Et ce sera à nous à faire le reste du chemin pour rejoindre cette vision. Ce que nous croyons comme étant la porte d'entrée vers un monde qui nous serait donné, en fait, ce n'est que l'impuissance du peintre à nous donner l'essence même de sa vision. Le suprême effort, continue Proust, le suprême effort de l'écrivain comme de l'artiste n'aboutit qu'à soulever partiellement pour nous le voile de laideur et d'insignifiance qui nous laisse incurieux devant l'univers. Le voile n'est soulevé que partiellement. Il nous reste à faire le reste du geste. Alors, c'est-à-dire le peintre, l'écrivain, l'artiste, il nous dit, et on a ici toujours dans la paraphrase de Maeterlinck et d'Anna de Noailles, « Regarde, regarde, parfumés de trèfle et d'armoise, serrant leurs vifs ruisseaux étroits, les pays de l'Aisne et de l'Oise. » Et donc on a envie d'aller dans les pays de l'Aisne et de l'Oise pour voir effectivement ces vifs ruisseaux étroits. « Regarde la maison de Zélande, rose et luisante comme un coquillage. Regarde, apprends à voir. » Apprends à voir. Et vous avez là ici cette anaphore de « regarde » partout. Elle est introduite par Proust lui-même, elle n'était pas dans les textes originaux. Et l'anaphore, elle est là pour insister sur l'idée que l'erreur, c'est de penser que c'est l'objet regardé qui compte, alors que ce qui compte, c'est en fait le regard lui-même. C'est le regard lui-même qu'il convient de transformer. Et ce n'est pas l'objet regardé qui compte. Et donc,
une fois que le peintre, l'artiste, le poète a dit cela, regarde, c'est ça, à ce moment, continue Proust, à ce moment, il disparaît. Il disparaît comme une fée, il disparaît comme un génie, comme un dieu qui nous a laissé un signe, et après c'est à nous de continuer le chemin. Tel est le prix de la lecture, et telle est aussi son insuffisance. Le terme est fort et extrêmement important. C'est donner un trop grand rôle à ce qui n'est qu'une initiation, d'en faire une discipline. Donc tout ça, c'est anti-ruskinien au possible. Et Proust termine ce passage. La lecture est au seuil de la vie spirituelle. La lecture est au seuil de la vie spirituelle. Elle peut nous y introduire, elle ne la constitue pas. Voilà, on ne saurait être plus différent de Ruskin. C'est-à-dire que le texte, l'œuvre, ne nous introduit qu'au seuil de quelque chose, à une impuissance fondamentale de l'artiste, et après, il reste à accomplir autre chose. Mais quoi? La lecture n'est qu'une première étape. Elle ne se suffit pas à elle-même, elle a besoin d'un complément. Et même ce que nous croyons voir dans le livre, et qui nous semble si important, qui nous semble, ce verbe de sembler est employé par Proust, c'est une illusion. Et même ce que nous croyons voir dans le livre n'y est pas nécessairement. C'est nous qui l'y mettons. Et Proust dit ceci, c'est un peu plus haut dans toujours ce même texte sur la lecture. Vous voyez que moi aussi je fais comme Ruskin, je commente comme en chair ces passages merveilleux, je trouve, de Proust, et j'essaie de les analyser, d'en extraire quelques sens qui comptent. Mais c'est ça, à mon sens, l'objet d'un cours de littérature, c'est parler et faire entendre les textes. Mais voilà, écoutons Proust, après cette remarque méta. Et c'est là, en effet, un des grands et merveilleux caractères des beaux livres, et qui nous fera comprendre le rôle à la fois essentiel et limité que la lecture peut jouer dans notre vie spirituelle. Alors, vie spirituelle, ça vient de Ruskin, cette expression. C'est évidemment très important. Mais ce que nous dit ici Proust, c'est que ce rôle de la lecture, il est essentiel et limité. C'est-à-dire que, et ces deux termes sont un peu contradictoires, mais c'est l'idée qu'il est dans l'essence de la lecture d'avoir un rôle limité dans notre vie intellectuelle, spirituelle, dans notre formation même. Donc, un des grands et merveilleux caractères des beaux livres, c'est l'un des grands et merveilleux caractères des beaux livres, que pour l'auteur, il pourrait s'appeler conclusion et pour le lecteur, incitation. Je trouve la formule extraordinaire. Et avec conclusion, vous vous rappelez ce qu'on avait dans le texte précédent, c'est le dernier mot du peintre. Voilà. En fait, l'œuvre qui nous est donnée, c'est tout ce que le lecteur, tout ce que l'auteur, ce que l'artiste a pu mettre dans son œuvre. Mais après, au bout du compte, ce n'est qu'un point de départ pour nous. Et il faut aller au-delà. Et de là arrive le terme de l'incitation. Donc, le dernier effort de l'artiste, ça a été de faire cette œuvre que nous lisons, et ensuite, il nous reste à continuer le chemin. Nous sentons très bien que notre sagesse commence où celle de l'auteur finit. Et nous voudrions qu'il nous donnât des réponses quand tout ce qu'il peut faire est de nous donner des désirs. Et c'est des oppositions vraiment très fortes entre la réponse et le désir. Et ces désirs, il ne peut les éveiller en nous qu'en nous faisant contempler la beauté suprême à laquelle le dernier effort de son art lui a permis d'atteindre. On avait déjà ce dernier effort dans l'extrait précédent sur la lecture. C'est vraiment important ici pour Proust d'insister sur cette impuissance, cette limite à laquelle l'artiste peut atteindre et ne peut pas aller au-delà. Mais, par une loi singulière, et d'ailleurs providentielle, de l'optique des esprits, la façon dont les esprits regardent, ont une vision du monde, loi qui signifie peut-être que nous ne pouvons recevoir la vérité de personne et que nous devons la créer nous-mêmes, anti-Ruskin. On ne peut pas être moins ruskinien. Dire qu'il est providentiel, que nous devions créer nous-mêmes la vérité au lieu de la recevoir de quelqu'un, Ruskin n'aurait pas pu souscrire à une telle
à une telle formule. Et ici, évidemment, la rupture entre Proust et Ruskin est énorme. Donc, par cette loi singulière de l'optique des esprits, à savoir que nous ne devons créer nous-mêmes la vérité, nous ne pouvons pas la recevoir de personne, eh bien, ce qui est le terme de leur sagesse, la fin de leur sagesse, le dernier mot de leur sagesse, ne nous apparaît que comme le commencement de la nôtre. De sorte que, et voilà le point, la phrase, en quoi on peut résumer, je crois, la pensée, l'essence de la pensée de Proust sur la lecture, me semble-t-il, et sur la littérature et l'art, de sorte que c'est au moment où ils nous ont dit tout ce qu'ils pouvaient nous dire, c'est au moment où ils nous ont dit tout ce qu'ils pouvaient nous dire, qu'ils font naître en nous le sentiment qu'ils ne nous ont encore rien dit. Voilà. Et donc on est parti du tout, on est arrivé à la fin, et en fait, rien n'a vraiment été dit. Et alors, que faire ? Oui, il y a quelque chose dans les livres, nous dit Proust. Il y a quelque chose dans les livres. Mais ce quelque chose n'est pas assimilable tel quel. Ce ne serait pas assimilable comme la communication directe d'un savoir de l'auteur au lecteur. Et c'est même ce que doit ressentir le lecteur. C'est même le sentiment profond d'une absence et d'un manque. Le livre doit nous faire ressentir une absence et un manque. Et plus tard, Proust parlera du silence qu'on doit sentir à l'intérieur même du livre. La lecture est fondamentalement décevante. Elle doit l'être, si c'est une bonne lecture. Elle est fondamentalement décevante, et c'est cette déception qui est donc le point de départ de la bonne lecture. Alors, ici j'ouvre une petite parenthèse, à savoir que cette position de Proust, très paradoxale, elle est étonnamment proche de l'un de ses contemporain exact, puisque né la même année que lui, c'est Paul Valéry. Paul Valéry qui dit que les trois termes, et Proust nous dit cela, les trois termes auteur, œuvre, lecteur, sont sans commune mesure. Il ne peut pas y avoir de communication directe l'un avec l'autre. J'ouvre ma parenthèse, c'est des phrases moins belles que celles de Proust, je regrette, mais c'est du Valéry dans son cours, c'est un cours du Collège de France, quoi. Voilà. Quand nous parlons d'œuvre de l'esprit, nous entendons ou bien le terme d'une certaine activité, ou bien l'origine d'une certaine autre activité. Le thème de cette activité, c'est l'activité de création, et l'origine, c'est l'activité de lecture. On est bien dans ce que disait Proust tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Le terme de leur sagesse nous apparaît comme le commencement de la nôtre. L'auteur écrit des conclusions, et ces conclusions sont pour nous des incitations. Et cela fait deux ordres de modification à l'intérieur de l'esprit, incommunicables, dont chaque ordre de modification nous demande une accommodation, c'est un terme très technique pour Valéry qui signifie une sorte d'organisation de l'esprit, nous demande une accommodation spéciale incompatible avec l'autre. Donc il n'y a pas de commune mesure entre la création et la lecture. Chaque fois, on a deux activités très fondamentales qui ne se rejoignent que par le texte qui est au milieu. Et Valéry continue, l'œuvre nous offre dans chacune de ses parties à la fois l'aliment et l'excitant. Elle éveille continuellement en nous une soif et une source. C'est ce désir dont parlait Proust. Et ces propositions se trouvaient déjà dans un texte un peu antérieur, et dans d'autres textes, dans Commentaire de charme, 1929, parlant de l'auteur de l'ouvrage et du lecteur. Valéry écrit « Toute proposition qui assemble ces trois entités est imaginaire. » Donc, on ne peut pas rassembler ensemble. Il n'y a pas de lieu où ces trois termes coagissent. Ce sont des choses séparées et que nous avons l'illusion de mettre ensemble. Il existe des corps assez mystérieux que la physique étudie et que la chimie utilise. Je songe toujours à eux quand je pense aux œuvres de l'art. Ces corps, ce sont des catalyseurs, justement. Ces catalyseurs dont on parlait tout à l'heure. La seule présence de ces corps dans un certain mélange d'autres substances détermine celles-ci à s'unir entre elles, eux demeurant inaltérés, identiques à eux-mêmes, ni transformés dans la nature, ni accrus, ni diminués dans leur quantité. Le catalyseur reste semblable à lui-même, et les autres corps autour de lui se transforment. Le catalyseur a cette capacité-là. Ils sont donc, les catalyseurs, présents et absents, agissants et non agis, tel le texte d'une œuvre.
une œuvre est comme un catalyseur. Le texte est comme un catalyseur. Son action de présence modifie les esprits, chacun selon sa nature et son état, provoquant les combinaisons qui étaient en puissance dans tel texte. Mais quelle que soit la réaction ainsi produite, le texte se retrouve inaltéré et capable d'amorcer indéfiniment d'autres phénomènes dans une autre circonstance ou dans un autre individu. Vous voyez que le texte est une machine à mettre en branle le lecteur. Voilà. Mais la communication avec l'auteur est une communication illusoire, c'est une apparence qui nous est donnée. Le texte est un catalyseur, il transforme le lecteur sans être touché. Mais j'aime bien cette expression, je trouve intéressante cette expression que les combinaisons étaient déjà en puissance dans tel texte. C'est-à-dire que, selon Valéry, à bien des égards, la lecture préexiste quasiment au texte. Elle est déjà dans notre tête avant même que nous lisions le texte. Elle était en puissance. La lecture est déjà dans le lecteur. Et donc, la position de Valéry dans ces textes ici, ce texte-ci, elle est beaucoup plus radicale que celle de Proust. C'est-à-dire qu'il y a une coupure absolument radicale entre les trois termes, auteur, texte et lecteur. Vous avez vu que dans le cours de poétique, la position était un peu moins radicale, au contraire. Dans le cours de poétique, Valéry est plus nuancé. C'est une autre poétique qu'il exprime. C'est une poétique davantage tournée vers l'expression, vers une poétique plus lyrique, qui laisse la possibilité d'une communicabilité indirecte. Donc, je pense si on veut mieux... ici, on a la position qui est la position très radicale, très théorique de Valéry, mais celle qu'on a dans le cours de poétique est une position, je crois, plus intéressante à bien des égards dans sa complexité. Mais là, on a vraiment la théorie la plus forte qui maintient une coupure radicale. Alors, la grosse différence, en dehors de cette radicalité, la grosse différence entre Proust et Valéry, c'est que Valéry fait une poétique, une poïétique, du poïen, du côté du producteur. Il s'intéresse à ce que fait le producteur, alors que Proust lui parle du lecteur. C'est ça qui l'intéresse ici. Et d'un lecteur qui est toujours déçu, quoi qu'il arrive. Et la déception fait partie de la lecture normale. C'est ça qu'il faut comprendre. Toute lecture est décevante. Elle doit être décevante. À la différence de Ruskin, pour Proust, le livre est fondamentalement décevant. Ainsi, lorsque le livre s'achève, parce que c'est l'un des problèmes fondamentaux. Le livre doit s'achever. Le livre doit se terminer. Et je reviens à Proust ici. Alors quoi? Ce livre, ce n'était que cela. Ces êtres à qui on avait donné plus de son attention et de sa tendresse qu'aux gens de la vie, donc ces êtres de la fiction, n'osant pas toujours avouer à quel point on les aimait, et même quand nos parents nous trouvaient en train de lire et avaient l'air de sourire de notre émotion, fermant le livre avec une indifférence affectée ou un ennui fin. Et donc voilà, l'enfant n'ose pas avouer à ses parents combien il est happé par le livre, par ces personnages de fiction. Ces gens pour qui on avait haleté et sangloté, on ne les verrait plus jamais. On ne saurait plus rien d'eux. Déjà, depuis quelques pages, l'auteur, dans le cruel épilogue, avait eu soin de les espacer, avec une indifférence incroyable pour qui savait l'intérêt avec lequel il les avait suivis jusque-là, pas à pas. L'emploi de chaque heure de leur vie nous avait été narré. Et puis, subitement, 20 ans après ces événements, on pouvait rencontrer dans les rues de Fougères un vieillard encore droit, etc. Donc voilà une fin possible de roman, après un épilogue de 20 ans. On a ici un pastiche de Balzac que nous propose Proust. Et le lecteur déçu qui arrive à la fin du roman découvre que et le mariage, dont 2 volumes avaient été employés à nous faire entrevoir la possibilité délicieuse, nous effrayant, puis nous réjouissant de chaque obstacle dressé, puis aplani, c'est par une phrase incidente d'un personnage secondaire que nous apprenions qu'il avait été célébré, nous ne savions pas au juste quand, dans cet étonnant épilogue, écrit, semblait-il, du haut du ciel, par une personne indifférente à nos passions d'un jour, qui s'était substituée à l'auteur. Et voilà, l'auteur disparaît, et toute cette passion que nous avions mise dans le livre, eh bien, elle ne sert à rien. À la fin, l'auteur lui-même se retire du livre. Et nous avons été menés à rien, à rien.
Alors, le lecteur, et c'est un lecteur enfantin ici qu'imagine Proust, je reviendrai ici sur cette question de l'enfance, le lecteur pense, voilà, on aurait tant voulu que le livre continuât. Et si c'était impossible, avoir d'autres renseignements sur tous ces personnages, apprendre maintenant quelque chose de leur vie, employer la nôtre à des choses qui ne fussent pas tout à fait étrangères à l'amour qu'ils nous avaient inspiré et dont l'objet nous faisait tout à coup défaut. Ne pas avoir aimé en vain, pour une heure, des êtres qui, demain, ne seraient plus qu'un nom sur une page oubliée, dans un livre sans rapport avec la vie, et sur la valeur duquel nous nous étions bien mépris, puisque son lot ici-bas, nous le comprenions maintenant, et nos parents nous l'apprenaient au besoin d'une phrase dédaigneuse, n'était nullement, comme nous l'avions cru, de contenir l'univers et la destinée, mais d'occuper une place fort étroite dans la bibliothèque du notaire, entre les fastes sans prestige du journal de mode illustré et de la géographie d'Eure-et-Loire. Ah, voilà la désillusion complète, le desengaño, comme disent les Espagnols. Et c'est la désillusion de Don Quichotte à la fin du roman de Cervantes. Le destin du livre n'est pas comme le lecteur, en l'occurrence enfantin, l'a cru. Le destin du livre n'est pas de contenir l'univers et de bouleverser l'univers, de contenir nos destinées. Ce n'est pas le livre des destinées qui est écrit au ciel dans l'Empyrée céleste. Il est d'être rangé dans une bibliothèque entre un atlas et le journal de mode. Et donc ce qu'apprend le lecteur, c'est qu'il faut faire le deuil du livre et de ses personnages. Le livre disparaît, les personnages disparaissent avec lui. Et le problème du livre, c'est qu'il est fini, il a une fin, il est limité. L'œuvre n'occupe pas dans nos vies la place qu'elle nous a donné l'illusion d'occuper. Elle n'occupe pas l'importance qu'elle a prétendu avoir le temps de quelques pages, si nombreuses soient ces pages. L'œuvre crée un monde factice qui, à la fin, éclate comme une bulle de savon. Il éclate entre nos mains, ce monde. Le problème de l'œuvre, donc, nous dit Proust, c'est qu'elle est finie. Elle a une fin. Et c'est un problème que Proust n'est pas le premier à reconnaître. Ce problème a été reconnu, on pourrait dire, depuis le romantisme, depuis Balzac. La comédie humaine est une solution, d'essayer le retour des personnages à travers plusieurs romans. Les Rougon-Macquart de Zola, même chose. Et de même aussi, à l'époque de Proust, Les hommes de bonne volonté de Jules Romain, Les Thibauts de Roger Martin Dugard, La chronique des Pasquiers de Georges Duhamel, ou bien, si on passe de l'autre côté de la Manche, la saga des Forsyth de John Galsworthy. Donc, les auteurs, les romanciers se sont bien rendus compte qu'il y avait un problème avec l'imitation du roman. Et je vois bien qu'aujourd'hui, dans les fictions visuelles, audiovisuelles, la série est une manière de répondre à la limite qu'on a dans le long métrage du cinéma. Donc c'est un problème fondamental de la fiction, que la fiction a une fin. Comment résoudre ce problème? Donc pour les romanciers, il s'est agi toujours d'aller au-delà de l'unité livre. Mais malgré tout, quelle que soit la longueur, il faut bien que ça s'arrête. L'art ne peut pas durer la vie entière. Ou bien si, quand l'art dure la vie entière, c'est ce qu'on appelle le dandisme. La réponse, c'est le dandisme. C'est Oscar Wilde, c'est Baudelaire. Donc on fait rentrer l'art dans la vie et on vit sa vie comme une œuvre d'art. Mais Proust nous dit il faudrait que la fin fût organiquement écrite dans le livre, qu'elle n'arrive pas par un accident extérieur, comme on le voit dans cet épilogue-là qu'il cite, comme si à un moment il fallait s'arrêter, le lecteur en a, le romancier en a assez, il veut arrêter, il fait un épilogue et puis il s'en lave les mains, c'est Ponce Pilate. Bon. Non, il faudrait, nous dit Proust, que la fin fût organiquement écrite, qu'elle fût prévue dans le livre, non pas comme un accident externe, mais comme quelque chose qui est dans la logique même, c'est-à-dire que l'ensemble forme un tout. Le problème, nous dit Proust, il est très fondamental. Ce n'est pas seulement un problème de longueur,
C'est un problème de coupure interne, de limite interne, de manque constitutif du livre. L'art crée un désir que cet art ne peut jamais, jamais, jamais satisfaire. Et je reviens à cette formule de Proust à la fin. C'est au moment où ils nous ont dit tout ce qu'ils pouvaient nous dire qu'ils font naître en nous le sentiment qu'ils ne nous ont encore rien dit. Donc tout art est possiblement un échec. Il y a un échec constitutif de l'art lié à l'impossibilité de communiquer ce qui est le fin mot de l'art. Et le fin mot de l'art, nous dit Proust, on l'a vu, c'est que l'essence de l'art n'est pas dans la chose représentée, ça c'est la lecture naïve, la lecture de l'enfant, elle n'est pas dans la représentation elle-même, elle est dans la vision qui est celle de l'artiste. Et la question qu'il faut alors poser est celle-ci. Une fois qu'on a fait ce constat avec Proust, est-ce que cet échec, est-ce que cette déception liée à la lecture sont indépassables? Est-ce qu'ils sont, cet échec, cette déception, constitutifs de tout art, éternellement, en toutes circonstances? Ou bien, y aurait-il par extraordinaire un moyen de surmonter cette incommunicabilité? Alors, vous me voyez venir, avec mes gros sabots, c'est que, alors que le Proust de 1905, celui de Sur la lecture, est arrivé à cette conclusion d'une incommunicabilité fondamentale, et c'est ça le dogme Sur la lecture, est-ce que la suite même du travail de Proust ne va pas viser justement à fournir le contre-exemple de la théorie qui vient d'être esquissée par Proust? À savoir, est-ce que la suite du travail de Proust ne va pas essayer de trouver le moyen, de trouver le procédé, de trouver l'art, justement, c'est-à-dire la manière de faire, c'est ainsi que Valéry définit l'art, c'est une manière de faire, trouver l'art qui permettrait justement de surmonter l'incommunicabilité à laquelle se sont confrontés tous les artistes avant Proust? Est-ce qu'il y a une manière de contrevenir à cette loi générale? Ou autrement dit, est-ce qu'à la recherche du temps perdu entre dans le cas général de l'échec, qui est ici évoqué et appuyé, posé par Proust, ou bien est-ce que le roman de Proust, enfin ce roman terminal, est-ce qu'il a été conçu précisément comme une réponse à cet échec, en cherchant à pallier l'incommunicabilité de la vision? On peut poser la question de façon pratique et très concrète. Lorsque nous refermons la recherche, on a tout lu, nous arrivons à la fin du temps retrouvé. Et lorsque nous lisons la dernière phrase, cette fameuse dernière phrase, que nous arrivons au point final et que nous refermons le livre, quand Marcel Proust nous a dit tout ce qu'il pouvait nous dire, voilà, je reprends sa formule ici, est-ce que nous avons le sentiment qu'il ne nous a encore rien dit? Je reprends ici, je paraphrase ce Proust sur la lecture. Est-ce que nous avons le sentiment qu'il nous reste encore tout le chemin encore à accomplir? Alors évidemment, dit comme cela, ça paraîtrait assez paradoxal, étant donné la taille même de la recherche. C'est quand même n'avoir rien dit en 3000 pages, c'est tout de même une gageure. Si on pose la question à une intelligence artificielle, elle est capable de ne rien dire en 3000 pages. Ça, c'est vrai. Mais c'est une vraie question qui est digne d'être posée. La lecture, autrement dit, la lecture de Proust, ou du moins du Proust final, celui qui a donné le fin mot de son art à la recherche du temps perdu, même s'il est mort avant d'avoir totalement fini son œuvre. Est-ce que cette lecture est décevante? Je veux dire décevante au sens que donne Proust à la déception fondamentale de toute lecture. Et je crois que cette précision atténue un peu, je l'espère, le sacrilège que je suis en train de commettre en posant une question, c'est à savoir est-ce que la lecture de Proust est décevante? Est-ce que la lecture de la recherche est décevante comme celle des autres romans, comme celle des textes de Maeterlinck, de Nat Noailles, de François Le Champy? Alors, chacun, bien sûr, peut répondre en son fort intérieur. Et pour moi, évidemment, pour moi personnellement, je m'empresse de répondre que la recherche n'est évidemment pas un échec, bien au contraire. Mais ma réponse à moi a peu d'intérêt en soi. La question n'est pas la recherche est-elle un échec au sens commun du mot échec.
évidemment, dans ce cas-là, elle n'est pas un échec, c'est un chef-d'œuvre absolu. Mais est-ce qu'elle est un échec, est-ce qu'elle est une déception au sens que Proust donne à ce terme? Voilà. Alors, cette question-là, en fait, elle est posée par Proust lui-même, et l'on ne voit pas comment elle est posée ici, et on ne voit pas comment on pourrait exonérer à la recherche du temps perdu du questionnaire auquel Proust soumet ses autres lectures. Il s'agit de prendre au sérieux ce texte de 1905 et d'en faire la base d'une science de la lecture. Une science de la lecture qui établit des critères esthétiques de jugement sur ce que serait une lecture réussie. Autrement dit, est-ce que Proust a-t-il réussi avec la recherche à composer une œuvre qui ne soit pas insuffisante, une œuvre qui ne laisse pas le lecteur faire tout le chemin, une œuvre qui en dise plus sur le regard lui-même que sur l'objet regardé, qui plutôt que de se contenter de soulever partiellement un coin du voile jeté sur le monde, pour reprendre l'expression même de Proust sur la lecture, une œuvre qui attire notre attention, non pas sur le soulèvement du voile, mais sur le geste même du soulèvement du voile, c'est-à-dire sur le secret même qui est au cœur de tout art. Eh bien, le moyen trouvé par Proust, précisément, pour dépasser cette insuffisance de la lecture, ce serait précisément alors cette forme du roman-essai que nous avons dans la recherche, de ce roman qui ne cesse de réfléchir de la façon la plus sophistiquée, de la façon la plus explicite, aux conditions même de la formation d'une personnalité d'artiste, la formation d'un narrateur écrivain qui découvrirait au fil des pages et des années l'essence de sa vision propre du monde. Un roman qui serait aussi un traité de l'art, qui serait une réflexion esthétique et qui serait aussi une somme psychologique. Et c'est cela, précisément, que serait en ce cas la recherche, comme une réponse aux impasses de l'art mises en lumière sur la lecture. Et la question est maintenant de savoir si, à la recherche du temps perdu, réussit à relever ce défi et à s'exonérer ainsi de la loi générale dictée sur la lecture, ou bien si le roman contribue, malgré lui, à illustrer cet échec général. Même on voit bien que Proust a essayé de lutter contre cela. Eh bien, à cette question fondamentale, et aussi fondamentalement proustienne, je veux dire, parce qu'elle est interne à l'œuvre même de Proust, à sa volonté même de faire de la littérature. Car il s'agit simplement d'appliquer à l'œuvre de Proust les critères d'évaluation qu'elle a elle-même élaborés. On pourrait donner un élément de réponse, mais un élément seulement, et je le donnerai un peu plus tard, je pense, dans la séance prochaine. Mais je voudrais déjà vous quitter sur un élément partiel de réponse. Je crois que l'insistance de Proust sur la déception de la lecture, sur l'échec final des écrivains, est déjà une manière d'exorciser un possible échec personnel. Toute proportion gardée, Proust fait un peu la même chose, à un tout autre niveau, bien sûr, avec sa caractérisation de l'inversion sexuelle, à travers les portraits, je prends le terme d'inversion, qui est un terme d'époque, le terme qui est employé par Proust, à travers les portraits du baron de Charlus, de Morel, de Jupien. Eh bien, de même que, dans la recherche, dire l'homosexualité de façon presque scientifique, à la manière des entomologistes. Vous voyez certains passages qui sont très entomologistes dans Sodome et Gomorrhe. De même que dire l'homosexualité de cette façon entomologiste est une manière de l'intégrer au cas général des comportements humains et animaux, et de la mettre à distance. De même, je crois que dire l'échec littéraire et artistique, comme le fait sans cesse Proust, non seulement sur la lecture, mais dans la recherche même. Raconter la mort de Bergotte devant le petit pan de mur jaune de la vue de Delphes de Vermeer, ce petit pan de mur jaune qui excède en quelque sorte ses pouvoirs d'écrivain, promulguer, comme le fait Proust dans ses textes, promulguer la loi générale de l'échec, c'est déjà excuser en quelque sorte un possible échec. Mais ce n'est pas seulement cela. C'est aussi faire de cet échec un échec différent, en ce sens que cet échec aura intégré dans l'échec même la conscience de l'échec.
Et voilà pourquoi la question de la lecture décevante est chez Proust au cœur du système qu'il met en place. Une lecture ne saurait être totalement décevante si elle annonce qu'elle le sera. Et nous avons là déjà un embryon de réponse. Et c'est ainsi que, sur la lecture, est déjà par là comme une description en creux, en négatif, de ce que sera À la recherche du temps perdu. Merci de votre attention.